Mathieu Bock-Côté, nous revenons sur cette enquête de la Fondapol consacrée à l'antisémitisme. On en parle beaucoup depuis hier. Elle confirme pourtant ce qu'on savait déjà. Les Français juifs, aujourd'hui, se sentent de plus en plus étrangers à leur pays. Ils subissent des insultes, des agressions. Ils se croient de moins en moins en possibilité de pratiquer leur religion en public. Ce sont les chiffres de cette étude. Oui, alors c'est une étude importante parce qu'elle vient confirmer, documenter, chiffrer un phénomène que nous connaissons tous, qui a été souvent évoqué d'ailleurs, il vaut la peine de le dire ces dernières années, mais qui l'évoquait risquait la mauvaise réputation parce qu'on disait est-ce que vous n'êtes pas en train de stigmatiser les populations? J'y reviens dans un instant. Donc oui, une enquête qui vient documenter ça. Donc par exemple, 50% des Français juifs, par exemple, aujourd'hui, ont reçu des insultes antisémites ou craignent quelquefois de pratiquer leur religion publiquement. Donc comme si l'environnement global aujourd'hui laissait deviner qu'il y avait un mauvais sort jeté sur les Juifs en France. Alors, point de départ de tout cela, évidemment, c'est la question de l'antisémitisme en lui-même, qui est une névrose absolue qui traverse, on pourrait dire, l'histoire des civilisations, qui incarne la figure du bouc émissaire d'une civilisation à l'autre. L'antisémitisme se réinvente toujours, surtout dans les périodes de crise, il faut le dire, et Léon Poliakov, le grand historien de la chose, y avait vu justement une forme de condenser des névroses humaines. Une fois que c'est dit, l'antisémitisme d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, peut prendre plusieurs visages. Alors, on a connu dans l'histoire de France, sans le moindre doute, une trajectoire de l'antisémitisme qui est associée à des figures comme Drummond, qui est associée au régime de Vichy, par exemple, qui est associée à Louis-Ferdinand Céline, un écrivain exceptionnel, mais par ailleurs qui se baignait véritablement dans les plus basses passions en la matière. Bon. Est-ce que c'est de cet antisémitisme-là qu'on parle aujourd'hui? Eh bien, la réponse, c'est non. L'antisémitisme dont on parle ne vient pas de cette trajectoire propre à la société française. C'est un antisémitisme, on l'appelle le nouvel antisémitisme, qui est un antisémitisme d'importation. Un antisémitisme lié directement, on va dire les mots, à l'islamisme, un antisémitisme lié à ce que l'étude appelle, de manière un peu pudique peut-être, c'est quoi le terme exact? La population de confession musulmane. C'est-à-dire qu'un antisémitisme qui est porté en particulier par une catégorie de la population, présent dans les banlieues où les mœurs liées à l'islam le plus rétrograde, quelquefois, se substituent aux mœurs françaises. Et là, on a une espèce de portrait avec toute une série de faits qu'on peut évoquer qui racontent l'histoire de cet antisémitisme nouveau au fil des dernières années. Le cas de la Seine-Saint-Denis est probablement celui qui, sur le plan géographique, est le plus marquant. Il n'y a pratiquement plus de Juifs en Seine-Saint-Denis. Comme s'il y avait une forme d'épuration ethnique à bas bruit qui ne disait pas son nom, mais nous voilà dans un environnement qu'il vaut mieux fuir si on est Juif. On a tendance à le quitter, une forme d'alia intérieur. Sans oublier tous ceux qui quittent pour Israël ensuite, parce qu'ils se disent que plus largement, dans ce pays, quelque chose nous laisse croire que nous pourrions avoir un mauvais sort. On peut parler des persécutions scolaires. Ça vaut la peine de le dire. Quelquefois, les cas ont été documentés. Quand on se retrouve avec un jeune Français juif qui est persécuté dans sa classe par des gens qui, globalement, l'apprécient peu, souvent, effectivement, de confession musulmane, eh bien, plutôt que de confronter les persécuteurs, on va exfiltrer l'élève de la classe, comme si on ne se sentait plus capable, en fait, de le défendre. Donc, c'est la stratégie de la fuite. On pourrait aussi évoquer, je le disais, dans l'école, le fait qu'on ne peut pas quelquefois enseigner la Shoah, parce que c'est vu comme, on va dire, vous parlez de la Shoah, mais pourquoi vous ne parlez pas de notre malheur, et ainsi de suite. Donc, la logique de la concurrence victimaire fait en sorte que la Shoah devient presque objet tabou, ce qui est assez singulier. Les violences directes aussi. On raconte beaucoup, quand on parle de la séquence terroriste des dernières années en France, on dit souvent 2015 Charlie. Mais le vrai point de départ, c'est 2012 Toulouse, avec Mohamed Merah, où on se retrouve dans un acte d'une barbarie absolue, où des enfants juifs sont abattus en tant qu'enfants juifs, sous le signe d'une action qui relève du djihad. Or, il y a une forme de malaise liée à travers tout cela, parce que autant une partie du système médiatique voulait dénoncer l'antisémitisme dans sa forme classique, autant le nouvel antisémitisme, on a quelques malaises à le dénoncer, comme si ce n'était pas le bon, comme si finalement l'antisémitisme devait être traditionnel pour être dénoncé, sinon il crée malaise. Rappelez-vous la réaction quand Mohamed Merah, on a eu l'attentat, la première réaction de certains journalistes qui disaient « Oh oui, probablement c'est un homme blond aux yeux bleus », et quand on a vu qu'il c'était finalement une forme de déception, on aurait espéré qu'il ait un autre visage. D'après vous, la spécificité même de ce nouvel antisémitisme n'est
pas suffisamment donc évoqué. Ah non, je crois qu'il y a un immense malaise par rapport à ça, parce qu'au nom du pas d'amalgame, au nom du pas de stigmatisation, au nom de l'irénisme diversitaire, au nom, parce que se passe-t-il? Le propre du modèle qu'on nous a vanté comme société, c'est que la diversité est une richesse, la diversité est une richesse. Or, qu'est-ce qui se passe quand une minorité persécute une autre minorité? Les rôles avaient pourtant été attribués, la société d'accueil persécutait, les minorités étaient persécutées. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les Français juifs qui sont de vieille implantation en ce pays, c'est le moins qu'on puisse dire, sont persécutés eux-mêmes par une minorité, des éléments, pas toute la minorité évidemment, mais des éléments actifs d'une minorité, les éléments islamistes qui considèrent désormais qu'ils sont dans leur droit de persécuter les Juifs. C'est quand même assez singulier. Or dans le débat public, on le voit même un peu dans cette enquête, il y a une forme de volonté néanmoins de noyer le poisson. Comme si on va mettre dans la même catégorie, d'un côté, l'existence de ce qu'on pourrait appeler des préjugés antisémites résiduels, qui sont tout à fait condamnables sans le moindre doute. Les Juifs ont trop de pouvoir, les Juifs ont trop d'argent, les Juifs sont trop dans les médias, des espèces de préjugés qui sont évidemment toxiques, mais qui ne sont pas, aujourd'hui, ils ne sont pas de même nature que cet antisémitisme, dis-je, agressif, qui lui pousse à l'action, qui lui pousse à la persécution, qui lui pousse quelquefois au meurtre. Je me permets de noter le malaise immense entourant le meurtre, la torture aussi, il faut le dire, de Sarah Halimi. Alors, on a beaucoup parlé de cette histoire. Et là, il y avait toute une espèce de malaise à l'idée, est-ce qu'on peut caractériser ce crime sous le signe de l'antisémitisme? Alors que, manifestement, celui qui s'en est rendu coupable confessait, je dirais, ses propres motifs au moment du crime. Imaginez si un seul instant, l'assassin s'était plutôt réclamé d'une manière ou de l'autre d'autres doctrines, du Troisième Reich ou d'autres choses comme ça, ou tout simplement d'une doctrine antisémite autre que le Troisième. Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on aurait eu quelques réserves, quelques pudeurs à mentionner la chose? Non. Donc, on fait tout dans le portrait public global pour ne pas nommer la spécificité de cet antisémitisme. Parce qu'on le sait, qui le nomme risque d'être accusé d'islamophobie. Et là, on voit cette espèce de spirale infernale de la négation du réel. Et à certains égards, je trouve qu'au-delà de certains candidats politiques, la discussion récurrente sur la Deuxième Guerre mondiale dans la vie publique, à certains égards, on dirait qu'elle a presque une fonction stratégique, c'est-à-dire toujours ramener à l'avant-scène l'antisémitisme de 1940, je le redis absolument odieux, condamnable sans le moindre doute, mais toujours le ramener à l'avant-scène pour ne pas nous permettre de nommer celui de 2021, de 2022. Donc, on se réfugie dans le passé, non pas pour éclairer le présent, mais pour fuir le présent. Le présent, c'est pourtant ce nouvel antisémitisme qui, rappelons-le, tue. Autre aspect, d'ailleurs, la question de l'antisionisme qui perce. Ouais, alors ça, je crois Est-ce qu'il faut le confondre justement avec l'antisémitisme? On ne peut pas aborder la question de l'antisémitisme aujourd'hui sans aborder celle de l'antisionisme. Pourquoi? Alors certains vont nous dire, oui, mais l'antisionisme, là, on va se réfugier derrière une définition vaseuse. C'est la critique de la politisation du judaïsme. Non, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, l'antisionisme consiste à faire le procès de la légitimité même de l'existence d'un État juif. On nous dira quelquefois, avec raison, sans le moindre doute, on va nous dire, oui, mais on peut critiquer Israël. Mais évidemment qu'on peut critiquer Israël. On peut même critiquer très sévèrement Israël, on va nous dire. Mais évidemment, pourquoi devrait-on s'en empêcher? D'ailleurs, on peut critiquer très sévèrement la Russie, on peut critiquer très sévèrement la Hongrie, on peut critiquer très sévèrement les États-Unis, le Canada, le Mozambique, que sais-je. Bon, une fois qu'on a fait ces critiques-là, c'est assez rare qu'on en vienne à la conclusion, il faut abolir l'existence de l'État russe, il faut abolir l'existence de la Hongrie, il faut abolir le Mozambique, il faut abolir le Libéria, il faut abolir la France. Non, l'antisionisme a cette originalité dans sa conclusion, ça consiste à dire que le peuple juif est contesté de son droit à l'existence politique. Alors, quand on voit cette question de l'antisionisme aujourd'hui, c'est le masque derrière lequel certains cherchent à dissimuler leur antisémitisme. Alors, et je le redis pour qu'on soit bien clair, ça ne veut pas dire un seul instant que les critiques d'Israël ne sont pas légitimes. Mais ça, qu'on soit obligé de le redire aujourd'hui, ça nous montre bien à quel point le climat autour de cette question est empoisonné. Dernière réflexion sur cette question de l'antisionisme. À travers ça, il y a toute la logique complotiste classique, la vraie logique complotiste qui se réactive, cette idée qu'il y aurait une forme de conspiration mondiale au service d'un État exclusif. Et si on était capable de faire tomber Israël, une forme de justice globale apparaîtrait. On peut parfaitement souhaiter l'existence d'un État palestinien parce que les Palestiniens ont droit à l'existence nationale, vouloir préserver un État juif parce que les Juifs ont droit à une existence nationale, sans chercher justement à tomber dans cette espèce de logique qui réactive, sur ce coup-là, les pires travers de l'antisémitisme qu'on a pu connaître à travers l'histoire.
Merci Mathieu. La parole à Charlotte Dornelas. Non mais c'est vrai que toutes les distinctions que fait Mathieu sont absolument essentielles, je crois, pour avoir un regard juste sur la question. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait ce recul par rapport au conflit lui-même, par rapport à la situation là-bas, devrait être absolument évident si loin de la région. Et on comprend bien que le conflit qui génère cet antisémitisme est clairement importé. Et c'est évidemment ça qui gêne, comme d'habitude, dans la dénonciation. Oui, Mathieu. Si je peux me permettre, oui. Sur le côté de l'importation du conflit israélo-arabe en France, il y a quelque chose de singulier. C'est qu'on importe ce conflit, donc les populations issues de l'immigration décident de considérer que ce conflit doit prendre une place dans la politique intérieure française. Mais plus encore, on transforme les Français juifs en représentants de l'État d'Israël. Donc, lorsqu'on décide de dire qu'il y a ce conflit intercommunautaire en France, ça consiste au même moment à dénationaliser les Juifs français pour les transformer par décret en représentants d'Israël chez eux. Alors qu'il peut y avoir des divisions chez eux, il peut y avoir des désaccords dans la communauté juive. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On transforme ça en une espèce de querelle intercommunautaire. Les musulmans d'un côté, les juifs de l'autre, la société française y sera extérieure. Quelle erreur! Et ajoutons un dernier élément, si je peux me permettre, qui est absolument essentiel. On dira quelquefois, oui, mais ça concerne justement ces communautés. Non, parce que quand une partie du territoire devient inhospitalier pour les Français juifs, il ne faut pas se tromper. En dernière instance, c'est pour tous ceux qui ne se soumettent pas à l'islamisme qu'il devient inhospitalier. De ce point de vue, c'est la fameuse figure du canari dans la mine.